Salut, c'est David Amsalem, cofondateur de Florida Invest et bienvenue dans ce nouvel épisode du débrief. Nous abordons aujourd'hui avec Eric les stratégies qui nous ont permis de capturer la forte hausse de loyer sur le secteur du multifamilier en Floride sur les derniers mois, les prises de bénéfices de nos clients propriétaires sur la fin de l'année 2022 et bien sûr le contexte de marché actuel, bousculé par la politique monétaire de la Fed et la fin de l'argent gratuit. Nous discutons bien sûr de la façon dont nous approchons les prochains mois sur le marché immobilier et des fenêtres d'opportunités qui pourraient s'ouvrir en 2023. C'est parti. Salut Eric, comment vas-tu ? Écoute, tout va bien ici en Floride. Bon écoute, ça me fait plaisir de faire cet épisode du podcast, ça fait un petit moment. On n'a pas discuté ici, donc je voulais un petit peu faire une mise à jour, notamment sur l'évolution du marché en pratique. Je voulais que tu me parles un petit peu des changements qui ont eu lieu sur ces derniers mois et comment toi tu le ressens du point de vue opérationnel et gestion. Alors oui, effectivement, nous on a un véritable baromètre qui est notre société de gestion, Florida Invest Property Management, qui nous donne le reflet, un instantané en temps réel de ce qui se passe sur le marché en matière de loyer, par exemple. Donc on a pu constater tous les jours une grosse augmentation de loyer qui s'est un petit peu assagie, calmée, parce qu'on louait en fait, et il y avait des surenchères qui se faisaient sur des loyers demandés entre plusieurs locataires se battant littéralement pour obtenir le contrat signé à leur nom. Ça a été un peu tout et n'importe quoi, donc c'est vrai que ça s'est un petit peu calmé. Les loyers se sont maintenant stabilisés. Je me souviens bien que c'était pas du tout rationnel. On louait à des loyers vraiment très très élevés par rapport aux loyers qu'il y avait en place et il y avait une agitation à chaque fois. Certes, il y a eu de la croissance démographique, les multifamilies, les logements abordables, les banlieues de manière générale, ça marchait bien, mais c'est vrai que c'était quand même assez insolite ce qui se passait il y a quelques mois. Absolument. Alors les loyers sont toujours élevés, il n'y a pas eu de grosses baisses, de grosses dégringolades de loyers parce que ça revient toujours de toutes les façons dans notre industrie, la multifamily, ça devient toujours beaucoup plus intéressant de louer que de racheter en prenant un financement aujourd'hui, encore plus avec la hausse des taux d'intérêt. Donc les loyers sont toujours hauts. Cependant, on ressent quand même, nous, au property management, à la gestion, une petite accalmie, contrairement à la folie que l'on avait il y a 3 à 4 mois. Les experts parlent, sans que ça soit à connotation particulièrement négative, mais d'une réinitialisation du marché. D'un côté, les acheteurs et les vendeurs, et de l'autre côté, les landlords, les bailleurs et les locataires, qui doivent réaligner leurs attentes. Absolument. Dans un marché qui change, finalement, les acheteurs et les locataires s'ajustent beaucoup plus vite que les vendeurs et les bailleurs, naturellement, qui veulent garder leurs attentes élevées, leurs loyers élevés, leurs prix élevés. On est quand même extrêmement prudent. Parce que on se pose la question pour savoir comment un locataire dans une multifamily qui payait auparavant 1300, 1400 $ maximum pour un appartement d'une chambre qui a été reloué, est-ce qu'il sera en mesure de payer les 2000 $ de loyer demandés aujourd'hui, par exemple, à Little Havana. Voilà. Est-ce qu'il va être en mesure de le payer? Donc on est très très conservateur. On a toujours été très prudent, mais on est encore plus prudent qu'auparavant en prenant des sécurités, comme en doublant le security deposit, le dépôt de sécurité des futurs locataires. Mais ça fonctionne toujours. Ça fonctionne toujours. On a toujours nos 97% d'encaissement de loyer. Les tenants se comportent bien, les loyers sont payés et les prix se sont stabilisés à la dernière grosse hausse de loyer qui a eu lieu, je dirais peut-être en novembre ou en décembre. Exactement. Octobre-novembre. Exactement. Ouais. Ça s'est stabilisé à cette date. Les prix baissent de manière générale sur toutes les classes d'actifs, plus ou moins. Bon, bien sûr, un peu plus le bureau que le reste, mais de manière générale, les prix baissent à travers le pays. Alors, pas en Floride et pas à Miami, qui continue à avoir des prix augmentés. Donc ça, c'est vraisemblablement l'attractivité de l'État de la Floride et du multifamily. Aujourd'hui, on sait que sur le marché, il y a un inventaire extrêmement réduit. Il y a un volume de transactions, je crois qu'il est en baisse de 60 ou de 65% par rapport à l'année dernière. On parlait de la réinitialisation. On est en plein dedans. Toi, qui es aussi à la transaction chez nous, que tu vois de grands changements par rapport à il y a 6 mois, par exemple? Et nous, on a eu beaucoup de prises de bénéfices d'investisseurs avec le taux de change en leur faveur et l'augmentation des prix. On a eu beaucoup de prises de bénéfices. On a vendu à des prix très attractifs pour les investisseurs. Il n'y a pas d'inventaire, je confirme, il y a zéro inventaire, que ce soit dans le commercial ou dans le résidentiel. Il n'y a pas grand-chose à vendre, mais on sent quand même un léger tassement. Je ne vois pas de baisse du marché, même dans le résidentiel, mais c'est plus l'euphorie d'il y a 4, 5, 6 mois. On a encore quelques produits à vendre d'investisseurs. C'est un petit peu plus calme, mais pas de baisse de prix en tout cas.
De manière générale, ce qu'on observe, c'est que dans un marché comme ça, entre guillemets, qui se calme, pour ne pas dire qui se retourne, on voit finalement qui ont une chance de vendre au meilleur prix et qui sont en difficulté. Par exemple, dans l'industrie du multifamily, les immeubles pas rénovés, avec des loyers au prix de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, des locataires de mauvaise qualité, un besoin de travaux très important, eux ont vraiment du mal aujourd'hui à vendre leurs actifs au prix auquel ils auraient pu se vendre il y a 6 mois. Je pense qu'il y a vraiment certaines parties de l'inventaire qui va rester sur le marché un bon moment avant que les vendeurs se décident à baisser les prix et à se réajuster à la nouvelle conjoncture. Absolument. Ce qu'il y a aujourd'hui en matière de multifamily sur le marché à vendre, ce sont soit des produits surestimés par les vendeurs, soit des produits de très mauvaise qualité en très mauvais état. Et pas d'inventaire de produits optimisés et stabilisés comme nous on le propose en remettant nos multifamily sur le marché. Ce qu'on voit sur le marché, c'est que les multifamily rénovés, stabilisés avec les loyers up to market se portent encore très bien et s'échangent encore très bien. Absolument. Tous ces propriétaires de multifamily qui ont décidé ou qui n'ont pas pu rénover leurs produits pour pouvoir louer au nouveau prix du marché, ils vont être obligés de vendre parce que ça ne va plus fonctionner. Ça va plus fonctionner. Ils vont être obligés de vendre. Ils seront contraints à vendre et ils seront contraints à vendre dans des délais raisonnables pour se débarrasser d'immeubles sur lesquels ils ont perdu pied. Absolument. Là, il y a de la place pour augmenter les loyers, à condition évidemment de poser sur la table les montants nécessaires à une rénovation totale du bien. Et souvent, les investisseurs, même les investisseurs américains, n'ont pas envie de réinvestir 2, 3, 400 000 $ pour revaloriser leur multifamily, ils préfèrent le vendre. Exactement, mais comme on disait tout à l'heure en off, c'est que finalement, dans un marché où il y a plus d'incertitudes et moins de visibilité, il faut aller exclusivement dans les localisations qui permettent de capturer l'upside via des travaux et via des augmentations de loyer. Donc là encore, la localisation revient au centre de tout. Les augmentations de loyer, elles dépendent en premier de la localisation et en deuxième de la qualité de la multifamily. Nos critères, c'est d'abord la localisation et ensuite qu'il y ait une grosse marge sur les loyers une fois que les travaux de rénovation seront terminés pour valoriser la multifamily, puisque c'est considéré comme du commercial. Donc on sera présent au moment où effectivement ces investisseurs auront obligation de vendre leurs biens. Tu veux, pour terminer, on peut donner quelques exemples des opérations qui ont été bouclées chez nos investisseurs sur les derniers mois, des rénovations, des projets qu'on a terminé de rénover, et puis surtout des augmentations de loyer, des revalorisations de loyer qu'on a pu obtenir sur les immeubles de clients, sur les immeubles des foncières. Voilà, donc depuis, si tu veux, on peut remonter au projet de Holly Heights et South Miami, et puis terminer à la dernière unité qu'on a louée cette semaine dans des multifamily. Absolument. Alors, on peut parler de différents projets. Par exemple, on a investi dans une multifamily qui se trouve à Miami Beach, Byron Avenue, dont les loyers étaient à 1 200 $, dont le propriétaire, c'est exactement ce dont on vient de parler, le propriétaire n'a pas dépensé les fonds nécessaires à pouvoir louer plus cher cette multifamily. C'était de grands appartements d'une chambre qui ont été transformés en appartements de 2 chambres, et les loyers qui étaient à l'époque, ça date d'il y a à peine un an, les loyers qui étaient loués 1 200 $ sont passés aujourd'hui à 2 400 $. Donc on a doublé les revenus de cette multifamily. On en parlait au moment de l'acquisition dans une vidéo en disant c'est hypothétique, on a une intuition, on va tester un modèle. C'est des grands appartements, ils sont traversants, donc il y a des fenêtres de chaque côté. Et d'ailleurs pour 4 appartements d'entre eux, il y a une fenêtre même latérale. On va tester le modèle avec le souhait d'être le 2-bedroom le moins cher de la région. Ça s'est complètement validé et des loyers qui étaient prévus sur la brochure de l'agent qui nous l'a vendu d'être augmentés de 1 200 à 1 500 $. Finalement, on les a doublés jusqu'à 2 400. Ils se remplissent avant même qu'on puisse terminer les travaux, voire les lister dans les MLS. Les biens dans cette multifamily, par exemple, se louent en moins d'une semaine. Alors, imaginons qu'il y ait une dizaine de visites dans la semaine. Les personnes sont tellement déçues, nous demandent quand les prochains appartements seront terminés pour les réserver un par un. Le 10 n'est pas terminé. Il sera terminé le 10 février, il est déjà loué. C'est pareil pour le 3, etc., etc. On a bien fait de suivre notre instinct de l'époque et on est très heureux d'avoir valorisé autant les loyers. Byron Avenue, c'est quelque chose qu'on fait en ce moment. On continue à les louer à ce prix-là, c'est actuel. Effectivement, si on retourne à des périodes beaucoup plus florissantes, il y avait le bouclage de l'immeuble de South Miami de 15 appartements, un prix d'achat à 1 650 000, sorti à 3 millions. Il y a eu le 14-18 Holly Heights Drive, acheté 530, qui s'est revendu dans les 945, je crois.
Il y a eu les prises de bénéfices des investisseurs propriétaires de condominiums avec, comme je le disais dans une vidéo précédente, des plus-values allant de 70 à parfois 100, 120% en 3-4 ans de détention, parfois moins. Bon, la fête est finie depuis parce qu'il y a eu les augmentations de taux, mais de manière générale, les actifs, d'abord, les actifs de qualité se valorisent bien, et deux, les unités bien rénovées se louent toujours très bien. Si on prend le cas par exemple de Boynton Beach, où il y a 3 petites multifamilies sur lesquelles on a fait de gros travaux, alors il y a beaucoup de travail derrière, électricité, climatisation, plomberie, quelquefois toiture, quelquefois vitres anti-ouragan, comme ça a été le cas par exemple sur 220 Walton. Mais une fois que le travail est fait, sur Boynton, on est en train de terminer de closer les derniers permis avec la ville pour pouvoir finalement enfin louer les 2 derniers appartements qui nous restent dans une de nos multifamilies. Bon, il faut savoir quand même que le bien a été loué $900 et que la dernière 2 chambres a été relouée $2000. Donc c'est pareil, c'est un doublement du rapport locatif de la multifamily. Les objectifs, c'est de continuer à acheter des produits avec de l'upside sur les loyers pour pouvoir faire de la valorisation. Comme on disait, l'euphorie est terminée, la fête est finie. Faire le travail maintenant. C'est plus possible d'acheter des immeubles non rénovés à des prix d'immeubles rénovés. Donc déjà maintenant le travail doit être fait. C'était pas le cas effectivement pendant toute l'euphorie des dernières années, mais tu me confirmes ça, on voit quand même une fenêtre d'opportunité sur 2023 sur des actifs en difficulté, sur des actifs distress comme on disait un petit peu plus tôt, des propriétaires qui n'arrivent pas à avoir le budget pour complètement rénover leurs immeubles, s'adapter aux nouveaux loyers de marché ou qui n'ont pas les moyens de faire tourner leurs locataires intégralement pour capturer la hausse des loyers. Une fenêtre qui sera peut-être pas très longue, mais qui je pense sera là de manière assez certaine. C'est-à-dire qu'il y a une inertie. Avant que le marché bouge, il faut que les propriétaires de multifamily comprennent que c'est overpriced et que c'est terminé, qu'on ne va pas vendre une multifamily en très mauvais état, louée très en dessous du prix du marché, au prix d'une multifamily optimisée et stabilisée. Donc il y a une certaine inertie qui va se mettre en route, ça va prendre 3 mois, 6 mois. Aujourd'hui, 80% du marché sont des multifamily en très mauvais état, qui ont besoin d'être rénovés et qui ne se vendent pas au prix d'aujourd'hui. Il y aura forcément des opportunités, c'est certain, qui vont arriver courant 2023 et 2024, à mon avis. Bon bah écoute, ça reste à suivre. Merci en tout cas d'avoir pris le temps, et puis je te dis à très vite. J'espère que ce nouvel épisode du débrief vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.